De chez nous également en Mauritanie, c'est l'effervescence. Vous savez également que depuis hier, l'ancien président Aziz a été arrêté pour des questions de corruption. Voilà pourquoi nous avons choisi cet angle, ce sujet pour en discuter un peu avec le professeur ici présent. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également à Ibrahim Akan. Bonsoir Papis Guillaume, bonsoir également à notre invité. Alors, la première question, Aziz, Ibeka, Aziz, ça inspire quoi aujourd'hui? Bonsoir et merci encore une fois pour cette télévision qui nous permet de porter au-delà de notre sphère ce que nous pensons des événements qui nous assaillent. Vous avez fait un balancement entre Aziz et Ibeka, mais moi j'ai presque 60 ans et je suis trop triste souvent de participer de manière permanente pratiquement à des choses qui ne cadrent pas avec ce que nous souhaitons réellement. Ibeka, bon, malheureusement, l'entêtement conduit toujours l'âne à soit faire tomber celui qui les guide ou à fuir. Et pour Aziz, je crois que là, nous avons une leçon importante, parce qu'il a pensé qu'il pouvait mettre en place un dauphin, et arrivé dans ce bassin où il avait mis son dauphin, il trouve que le dauphin est devenu libre, parce qu'il a su maintenant sauter. Ce n'est pas possible de penser que après soi, il faut encore revenir par l'intermédiaire d'un individu qu'on semblait manipuler alors qu'on est dans la politique. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous vous attendiez justement à cette arrestation pour parler de Aziz? Est-ce que ce ne sont pas des griefs qui sont en fait un peu légers, je veux dire? Bon, si je suis comme vous, souvent, il faut aussi que je rappelle, je suis toujours appelé pour parler de Mauritanie, mais de plus en plus, je crois qu'il y a beaucoup d'individus et d'individualités qui connaissent mieux que moi ce qui se passe à l'intérieur de la Mauritanie. Bien que je sois originaire de la Mauritanie, je suis maintenant concentré sur ce que je suis actuellement. Mais je suis aussi ce qui se passe en Mauritanie, puisque je suis originaire de là-bas, mais les événements à l'intérieur de la Mauritanie influent sur le pays que j'ai choisi, où je dois m'épanouir. Et tout autour, je pense d'ailleurs, c'est important de le rappeler, le grand chercheur anthropologue sénégalais Momar Koumba Diop et les autres chercheurs, les Mamadou Diouf, avaient écrit un livre qui doit être relu maintenant, Le Sénégal et ses voisins. Maintenant, moi, j'ai envie de comprendre le Sénégal dans ses voisins. Dans ses voisins, c'est de surveiller ce qui se passe à l'intérieur pour qu'on puisse comprendre si les inimitiés interindividuelles au sommet des États qui entourent un pays peuvent avoir des influences négatives sur les relations bilatérales entre ce pays et les autres. C'est ça qui me préoccupe. Ce n'est pas Aziz en tant qu'individu qui a voulu forcer, parce qu'il est venu quand même, il a voulu récupérer des choses. C'était pas pour lui. C'est une continuité de l'État. Et l'autre a compris qu'il fallait peut-être prendre son indépendance par rapport à un individu qui veut pratiquement reprendre le pouvoir et contrôler une partie de l'économie. Est-ce que ce n'est pas légitime de vouloir, d'avoir l'ambition de reprendre le pouvoir également? Je le pense, hein, on a la légitimité d'avoir envie de revenir au pouvoir si la Constitution vous le permet. Oui, je suis totalement en accord. Mais si je m'inscris en tant que chercheur, je sais que c'est normal qu'il puisse reprendre quelque chose. Il a voulu reprendre le parti. Ce n'est pas possible. On a dit qu'il s'est acheté un parti. Ce n'est pas possible. Il veut perturber quelque chose. Moi, là, il y a la légitimité et la légalité s'opposent là. Sa démarche est légitime, est légale, mais était légitime, puisqu'il vient tout juste de partir du pouvoir et il avait assuré de se retirer de ce pouvoir pour ne pas perturber ce président de la République qui vient d'arriver. Je crois que moi, je ne soutiens personne, je veux la tranquillité des populations. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire arrange la population mauritanienne? Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire doit être inséré dans le mouvement général de l'Afrique de l'Ouest qui est devant des faits qu'on doit arrêter? Alors, vous êtes un observateur, un chercheur. Vous dites que vous avez mal, vous avez 60 ans et les choses sont récurrentes et se répètent très souvent. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un paradoxe aujourd'hui? On demande aux chefs d'État africains de céder le pouvoir quand leur mandat est fini
et quand ils partent, ils n'ont pas la sécurité derrière. Est-ce qu'il faudrait un peu revenir sur ça? On vous demande de partir et quand vous partez, derrière, il n'y a que des risques. Est-ce que ça ne justifie pas qu'on s'accroche, même si ce n'est pas légitime, qu'on s'accroche encore pour sauver sa peau et sa famille? Et celle de ses amis également. On ne vous demande pas de partir et on ne vous avait pas demandé de venir. Vous avez choisi d'entrer dans un terrain de jeu extrêmement dangereux qui est la politique. Et la sanction, c'est 2 mandats. Vous avez sanctionné vos 2 mandats, vous partez. Alassane Ouattara voulait partir. Quand vous écoutez son discours, il a dit qu'il avait même créé déjà sa fondation, qu'il avait les fonds nécessaires pour se retirer et pour aider les pays qui veulent de son expérience. Pourquoi est-il revenu? Il faut se poser la question. Pourquoi ils n'ont qu'à partir s'ils veulent partir? Un homme politique qui devient homme d'affaires, on le défère. Justement, Papi, juste pour rappeler que le président Abdelaziz est présentement auditionné, il a été arrêté suite à un rapport d'enquête parlementaire qui fait état de cas présumés de corruption et de détournement de biens publics. Tout à l'heure, à l'entame de votre propos, vous avez évoqué le dauphinat entre Aziz et Mohamed Ould Ghazouani. Certainement, le président Abdelaziz n'aurait jamais imaginé ce qui lui arrive aujourd'hui. La question est de savoir que s'est-il passé entre les 2 hommes pour qu'on en arrive à ce stade. Ça, c'est une grosse question à laquelle bon, je n'ai aucune réponse. Il faut que je sois logique, parce que je ne suis pas dans leur cœur. Mais je me suis amusé ces derniers temps à regarder l'évolution de leurs photos. Les dernières photos, quand vous les voyez ensemble, vous sentez très liés. Ils étaient liés, mais il y avait quand même un froid. Il y a une dernière photo, je ne sais pas si c'est au moment de l'intronisation de Ghazouani. Aziz était dans une profondeur abyssale de l'avant, pas de l'arrière, mais de l'avant. Il ne savait plus qu'est-ce qui allait venir. Mais je crois aussi qu'il faut, je vais prendre une image caricaturale, pas pour insulter les Mauritaniens, non. Mais je crois qu'il y a un phénomène en Mauritanie, les gens pensent que la Mauritanie, c'est une boutique. Et il y a un système chez les Mours qui s'appelle le système du Wogave. Wogave, c'est lui qui se tient debout dans la boutique, il n'est pas propriétaire, mais il gère. On le voit même dans l'Afrique de l'Ouest, généralement c'est des Noirs, et le Mour est de l'autre côté, mais c'est le propriétaire. Donc chaque président qui arrive est le Wogave peut-être de sa tribu. Il s'est enrichi, enrichissant sa tribu. Le prochain Wogave qui arrive, il constate que la caisse est vide et qu'il ne peut pas redistribuer peut-être à la tribu. Et il faut comprendre que la tribu est importante en Mauritanie. Donc, la question du dauphinat se pose, mais il y a autre chose qui se pose réellement en Mauritanie, c'est ce que Ibn Khaldoun appelle la asabiya, c'est-à-dire l'esprit de corps qui existe entre les différentes tribus qui stabilise la Mauritanie. Maintenant, est-ce que les tribus vont suivre? Est-ce qu'il y aura cassure à l'intérieur de l'armée? Parce qu'à l'arrivée d'Aziz, Aziz avait changé toute la police à son image. Et puis il faut comprendre qu'Aziz a stoppé un processus démocratique à un moment donné. Et bon, celui qui est là, les gens disent qu'il veut changer. C'est le souhait le plus absolu pour tout observateur qui veut la tranquillité de l'Afrique de l'Ouest. La Mauritanie, un bruit. Le Mali, un bruit. La Côte d'Ivoire, un bruit. La Guinée, un bruit. Mais où est-ce qu'on va? Il faut que les politiciens nous disent la réalité. Il faut qu'ils arrêtent un tout petit peu. Est-ce qu'ils en sont capables? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui aux Africains de dire la vérité aux politiciens et non l'inverse? Puisque vous l'avez rappelé, c'est important. Vous avez 60 ans aujourd'hui. Il n'y a aucune nouveauté dans votre vécu, politiquement parlant, socialement parlant. Bon, j'exagère. Peut-être j'ai connu quand même une forme d'évolution. Puisqu'en transférant justement de la Mauritanie au Sénégal, j'ai vu qu'il y a quelque chose en Afrique. J'ai eu la chance de vivre 27 ans en Mauritanie, ayant traversé tout le pays. Donc j'ai vu la Mauritanie poindre. Et je suis venu ici, j'ai 30 ans ici. J'ai vu le Sénégal poindre. J'ai aussi vécu l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai un sentiment ouest-africain, profondément ouest-africain. Puisque c'est la réalité. Un seul pays qui bouge, c'est tout le pays qui bouge. Et je crois, je dois le dire, et je le dis de manière permanente, le Sénégal, je le répète 3 fois, le Sénégal est le verrou nécessaire pour stabiliser
l'Afrique de l'Ouest. Qu'on le veuille ou pas, il y a une expérience démocratique qui est dans... Ce n'est pas parce que je suis là. Ce n'est pas parce que je mange ici. C'est puisque tout simplement, c'est la réalité. Il y a une forme de transcendance qui est à l'intérieur de ce pays, qui peut être exportable. Parce que chaque pays connaît une forme de démocratie. Mais on n'a pas réussi. Ils sont partis parler avec... Le Sénégal est un exemple à ce point. Alors, justement, nous allons parler du Sénégal en rapport avec la Mauritanie. On va peut-être géopolitiser un peu, en sachant qu'il y a des liens historiques, politiques, économiques, socioculturels. Et le silence, il y a, il me semble, un petit silence. Bon, je pense que les Africains de l'Ouest ont parlé de ce qui se passe au Mali. Bon, ça aussi, c'est un principe. Et je vais vous dire, avec beaucoup de recul, en 2003, pour ma première visite en Afrique du Sud, j'étais parti au moment de la transition de l'OUA à l'Union africaine. J'ai participé à cette réunion où on a mis en place la condamnation du changement anticonstitutionnel. Donc, j'avais 41 ans, j'étais encore jeune. Aujourd'hui, ça se consolide davantage. Je ne peux pas cautionner ce qui se passe. Même Mahaouia Oulsi Mohamed Oultaï, quand il était au pouvoir et quand j'étais en France, les gens pensaient faire le coup d'État. Moi, je suis contre les coups d'État. Puisque par principe, on ne peut pas passer tout notre temps à faire des coups d'État. Comment se fait-il qu'on puisse toujours reculer? On ne peut pas toujours reculer et dire aux Africains qu'on va avancer. Et écouter les Occidentaux nous dire nous sommes l'avenir du monde. Mais professeur, j'ai envie de vous interrompre pour avoir votre avis sur cette réorientation ou cette reprécision un peu. On parle d'ordre constitutionnel aujourd'hui. Est-ce que ces présidents en question, est-ce qu'eux-mêmes ne légitiment pas un peu ces coups d'État au regard de ce qu'ils font, en déphasage avec les normes et les principes qui fondent même la démocratie? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai vécu 78 jusqu'en 89 dans ce que nous sommes en train de vivre. Coup d'État, couvre-feu, confinement. Par exemple, le confinement ici, ça ne m'a rien fait. Parce que je savais ce que c'était un confinement et un couvre-feu. Parce que je l'ai vécu. Je riais. Parce que nous sommes en train de répéter les mêmes choses. Est-ce qu'on doit avancer comme ça? Si, par exemple, la maladie se termine, avec ces histoires, au lieu de s'occuper des maladies, chacun veut écrire sa propre histoire. Aziz veut réécrire sa propre histoire dans son vivant. En revenant en Mauritanie, ce n'est pas possible. Ibeka, qui a prolongé et qui est dans la phase de terminer, mais il doit s'ouvrir pour écouter les gens. On n'aimerait pas qu'il y ait de l'imam-dicoïsme en Afrique de l'Ouest. Il faut qu'on soit sérieux. Parce qu'on est confronté à des problèmes. Mais ce sont les chefs, justement, qui font cela. Et nous avons assisté à quelque chose d'important que les gens n'en parlent pas. Le fait que, par exemple, je vais aller loin, le fait que Idriss Déby devienne maréchal, mais ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Idriss Déby était un rebelle militaire. Il est devenu démocrate et il revient, il devient militaire, devant tout le monde. À l'occasion des 60 ans de... Oui, et c'était occasion, c'est quoi? Puisque 100 militaires ont été tués, il est parti en tenue militaire avec le petit bâton. Déjà, il avait le petit bâton du maréchal avant d'être maréchal. Constatez ça. Donc, on retourne... C'est une préméditation. Oui, les gens reviennent à la militarisation des États, mais les autres militaires vont dire que c'est encore possible. Mais en Côte d'Ivoire, ça peut faire la même chose. Donc, en réalité, alors, si je dois parler aux politiciens, ce sont les politiciens et nous, intellectuels, qui se trouvons souvent entre deux eaux ou dans des eaux troubles et qui ne regardent pas les réalités qui sont là. Mais on préfère justement être prisonnier de ce que j'appelle les TDR. Ce n'est pas une critique encore, c'est une analyse, puisque nous sommes victimes des termes de référence au point que nous sommes obligés de répondre aux questions. On ne répond pas à nos questionnements. On répond aux questions des autres. Et c'est pourquoi on est toujours confronté à des problèmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un... Vous avez une question? Oui, bon, juste pour revenir en Mauritanie avec la procédure enclenchée contre l'ancien président, le président Abdelaziz. Alors, professeur, est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que le président Aziz soit inquiété dans cette procédure-là?
quand on sait que bon, Abdelaziz est presque lâché par le régime en place. Bon, le régime en place, il est lâché. Mais moi, ce qui me préoccupe, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que les réactions grégaires de la tribu, est-ce que à l'intérieur de l'armée, les gens ne vont pas? Est-ce que... Mais Aziz, je pense que c'est clair. Mais quelles sont les conséquences immédiates par rapport à ce que vous dites? Les conséquences immédiates. Les conséquences immédiates, bon, nos populations aussi souvent, hein, elles vous soutiennent comme ça. Et dès que vous êtes, vous n'êtes plus monnaie liquide, mais elles se condensent ailleurs et elles vont aller vers l'autre robinet. Je pense aussi que en réalité aussi, nous avons un grand travail à faire. Nos populations et nous-mêmes, nous avons été auto-anesthésiés par nous-mêmes, puisque c'est devenu banal que de faire un coup d'État et que ça passe. Et les gens demandent justement, il faut les laisser partir tranquillement, il faut qu'ils aient une retraite. Non, on a vécu ça avec Sanogo, qui a demandé une retraite présidentielle. Mais de quel droit? Et on va assister chaque 2 ans, chaque 4 ans, on va assister à des choses qui nous disent que nous sommes en train de reculer. Alors que nous voulons avancer et nous sommes à l'intérieur d'une pandémie qui risque de rester là jusqu'à la fin du monde. Alors que nous avons cette guerre à mener et nous menons des querelles interindividuelles et de placement au point de détruire nos États. Alors j'ai envie de boucler avec cette question. Nous sommes rattrapés malheureusement par le temps, professeur. Alors c'est pour revenir sur un peu la sous-région avec ce qui se passe, ce qui est un peu dans l'air du temps, on pourrait l'appeler ainsi. En Guinée, en Côte d'Ivoire, vous l'avez rappelé, avec Ouattara qui rappelait même qu'il avait préparé, anticipé en tout cas sa retraite. Ça n'a pas été le cas. Mais si on revient sur les argumentaires qui fondent leur décision, en partant de la Guinée, il demande à ce que ceux qui lui demandent de se représenter, d'être en phase avec lui, d'avoir une certaine conditionnalité, c'est-à-dire d'être le président des femmes, de l'emploi, ce qu'il a toujours dit pendant tout son magistère. Et ailleurs, en Côte d'Ivoire, il est question de ne pas refuser l'appel de ses concitoyens. Est-ce que ce n'est pas extrêmement insultant un peu pour les peuples en question? Bon, moi je suis... La Côte d'Ivoire m'attriste puisque... j'ai peur de dire une chose, puisque le Premier ministre, son Premier ministre était malade. Et je suis presque persuadé qu'il devait savoir que son Premier ministre était malade. Parce que le secret du bulletin sanitaire... Vous voulez en venir où? Je veux venir pour quelque chose de dangereux. Les politiciens sont dangereux. Vous insinuez quoi, professeur? Je n'insinue pas, je n'ai rien dit. Soyez plus clair alors. Mais j'ai peur de dire ça. Comment se fait-il que... Mais vous avez envie de le dire. J'ai envie de dire que c'est criminel. Puisqu'il aurait pu, beaucoup l'ont dit, il aurait pu attendre au moins le deuil de 40 ans pour déclarer. Puisque si je considère qu'il est musulman... De 40 jours. 40 jours plutôt. Et vous voyez, je déconne même, je dis 40 ans. Et effectivement, 40 ans, il ne devrait pas se représenter. Et je vais vous dire, franchement, depuis le début, depuis toujours, je n'ai jamais compris l'entêtement d'Alassane Ouattara pour devenir président de la République. Parce qu'il a tout eu. Ceux qui ont tout eu, et que l'Afrique leur a donné, ils sont devenus des internationaux. Mais ils n'ont qu'à nous laisser tranquille un peu. Revenez investir, mais n'investissez pas dans le domaine qui signifie la destruction de la vie humaine. C'est pas possible. Professeur Ngaïdé Abdourahmane, merci. Enseignant, chercheur, malheureusement le temps nous a rattrapé. Abdourahmane, Ibrahim Kane également qui m'accompagnait sur ce plateau d'info soir. Régie, merci à tous ceux qui nous ont suivis également. Excellent sur des programmes sur la TF.